Eh bien alors, bonjour à toutes et à tous pour la séance d'aujourd'hui de notre séminaire consacré aux écrans pour la généalogie d'un dispositif. Aujourd'hui, c'est le tour de, comme vous le voyez écrit sur l'écran, Jacopo Bodini. Jacopo Bodini est titulaire d'un contrat doctoral ici à Lyon 3 et doctorant en co-tutelle entre l'université de Lyon 3 et l'université de Milan, où il avait fait sa licence et son master 2. Le titre de sa thèse en cours d'élaboration est l'historicité du désir et ses images. Il est l'auteur de plusieurs articles de philosophie publiés dans des revues et des volumes d'actes en France et en Italie, mais aussi il est rédacteur de différentes revues. Et il est aussi titulaire d'une pratique artistique en tant que musicien et à ce titre, il va enregistrer bientôt son premier CD. Le titre de sa conférence d'aujourd'hui est « Écran à miroir narratif » avec un point d'interrogation. Jacopo, à toi la parole. Merci Mauro, merci beaucoup pour cette présentation et bonjour à tous. Alors, ce séminaire, comme peut-être vous le savez, aboutira dans le septembre 2014 dans un colloque international intitulé « Vivre parmi les écrans » aujourd'hui. Et cette intervention s'interroge justement sur qu'est-ce qu'un sujet parmi les écrans aujourd'hui, à savoir quel est le statut du sujet dans notre époque lorsqu'il se trouve non seulement à vivre parmi les écrans, mais à vivre par le biais des écrans, à travers les écrans eux-mêmes. Au fond, quel type de subjectivité s'engendre à partir des expériences du monde et de nous-mêmes qu'on fait à travers les écrans? Et là, je vais montrer quelques images prises de Persona, c'est juste le début du film, c'est un film de Bergman. Alors, on l'a vu dans la première séquence de ce film, Bergman nous montre la machinerie, l'écran, tout ce qui d'habitude est caché lorsqu'on regarde un film. Ce film raconte l'histoire d'une actrice qui a perdu la voix. En effet, elle a décidé de ne plus parler, et de l'infirmière Alma qui la soigne. Les deux se trouvent à passer quelques jours dans une maison sur la mer, où en harmonie avec la nature et entre elles-mêmes, elles établissent un rapport intime d'amitié et admiration.
En particulier, l'infirmière est fascinée par l'actrice qu'elle idéalise et dans laquelle elle rêve de se transformer. Elle lui dit plusieurs fois « on se rassemble ». Après une nuit de confessions très intimes, toujours de la part de l'infirmière évidemment car l'actrice elle ne parle pas, Alma s'offre de consigner la correspondance de l'actrice et parmi les lettres qu'elle trouve, elle voit une lettre adressée au docteur qui s'occupe de l'actrice. Elle ouvre la lettre et elle lit et elle sait pour la première fois ce que l'actrice pense d'elle, car l'actrice ne lui a jamais parlé. Et bien que l'actrice écrive des choses un peu indiscrètes, si l'on veut, elle révèle un secret de l'infirmière, mais en même temps, elle n'est pas du tout méchante, l'infirmière se sent trahie. C'est comme si pour la première fois, elle ne voyait plus l'actrice juste comme une figure idéale dans laquelle elle s'identifiait ou rêvait de s'identifier, mais plutôt comme quelque chose qui la regarde, qui la fixe et donc qui la juge. L'actrice cesse d'être une projection imaginaire du moi de l'infirmière, cesse d'être un moi idéal pour devenir autre, une altérité, radicale si l'on veut. L'infirmière revient à la maison et elle commence à être méchante envers l'actrice, elle la méprise, elle le lui dit aussi, mais cela n'arrête pas l'identification. Au contraire, puisque l'infirmière se méprise elle-même, ça pousse l'identification à un niveau différent. On ne joue plus sur un plan imaginaire, mais on passe à la dimension du réel, réel comme ce qui excède la réalité, où cette impossible coïncidence entre les moi et l'autre est justement réelle. Cette identification impossible parvient vers la fin du film à sa réalisation à travers une longue séquence où l'infirmière exprime tout son mépris à l'actrice. Eh bien, dans cette séquence est tournée selon une façon très traditionnelle, c'est-à-dire quand on a des dialogues, chant et contre-chant. Mais cette fois, les chants et les contre-chants ne sont pas alternés comme d'habitude, mais sont juste exposés. C'est-à-dire qu'on voit la séquence une première fois avec le premier plan de l'actrice, et après, on voit la séquence une autre fois avec le premier plan de l'infirmière. Pardon. Voilà, l'infirmière. À la fin de cette séquence, Bergman monte les deux visages ensemble pour construire cette personne qui, on le voit, va bien au-delà de ce qu'on est habitué à identifier avec un sujet. Il y a un an, je voyageais sur un train en Italie, direction Milan, et j'étais en train de travailler avec mon ordi devant moi. J'étais rendu très inattentif par de jeunes filles qui étaient juste à côté de moi et elles allaient en concert, donc elles étaient très excitées, elles hurlaient, elles se faisaient des blagues, elles chantaient. Et bref, elles attiraient l'attention de tout le carrosse et la mienne ne faisait pas exception. Et c'est ainsi que je me suis retourné vers elles plusieurs fois et j'ai remarqué que chacune à son tour, car elle utilisait la même trousse, elle s'est maquillée en utilisant le portable, l'écran du téléphone portable comme un écran. Voilà donc le premier point de cette conférence. Encore aujourd'hui, la manière peut-être la plus simple et la plus diffusée d'utiliser un écran est de l'utiliser comme un miroir. Plus précisément, l'écran fonctionne comme un miroir parce qu'on l'utilise et donc on le fait fonctionner comme s'il l'était. Évidemment, je ne me réfère pas seulement au cas de jeunes filles, bien qu'il en soit une illustration parfaite. Quand je dis que l'écran fonctionne comme un miroir, je veux dire plus en général qu'il représente sur sa surface une figure organique dans laquelle le sujet qui regarde l'écran peut se reconnaître. L'écran fonctionne donc comme un miroir lorsqu'il se fait transparent et utilise sa surface pour représenter des images d'identification. Dans un article de 1971, Jean-François Lyotard, intitulé « La cinéma », Jean-François Lyotard écrivait « Les films agissent ainsi comme les miroirs orthopédiques dont Lacan analysait en 1949 la fonction constitutive du sujet imaginaire ou objet A. » Alors, malgré les différences qu'au cours de ce séminaire, l'on a indiquées entre l'écran du cinéma et ses évolutions, c'est-à-dire les écrans numériques, mobiles, multiples, qui prolifèrent aujourd'hui, il me semble que les réflexions sur les statuts libidinales du cinéma que Lyotard développe dans la cinéma restent valides pour les autres types d'écrans qui ont suivi l'écran cinématographique lui-même. Puisque ce nouveau écran
partagent la même nature ontologique de l'écran cinématographique. Autrement dit, si on ne conçoit pas l'écran comme un simple dispositif technique, ou mieux technologique, mais plutôt comme un dispositif optique de pensée et de désir, bref, un dispositif ontologique qui caractérise notre être au monde, il me semble que ces deux typologies d'écran font référence au même type de dispositif. C'est dans cette perspective de continuité alors que je vais parler de l'écran cinématographique, évidemment, en faisant référence à l'écran du cinéma, mais aussi aux plusieurs écrans qui l'ont succédé. Revenons donc à la citation de Lyotard. Lyotard postule une analogie fonctionnelle entre les miroirs orthopédiques lacaniens et les cinémas traditionnels, filmiques, qui fait entrer les cinémas dans la phénoménologie de la paroi spéculaire en tant que lieu privilégié pour la formation du sujet imaginaire, à travers la réunion des pulsions éparses de la figure qui, en instituant les sujets, les représente. Même s'il se trompe, et on le verra mieux plus tard à propos de l'objet petit a, parce que l'objet petit a pour Lacan, c'est plutôt ce qui rend impossible n'importe quelle forme de subjectivité, Lyotard met en évidence la fonction de l'écran cinématographique dans son utilisme traditionnel en ce qui concerne la constitution d'une subjectivité imaginaire dans laquelle le sujet peut se reconnaître. C'est dans ce sens qu'on peut affirmer que l'écran s'est fait miroir. En vertu de ses fonctionnements analogues, Lyotard se demande comment et pourquoi la paroi spéculaire en général et dans l'écran cinématographique en particulier peut devenir un lieu privilégié d'investissement libidinal, pourquoi et comment les impulsions vont faire station sur la petite peau, la pellicule. Fin citation. Qu'est-ce que alors ce privilège libidinal de l'écran auquel Lyotard fait référence? Tout d'abord, il paraît, ce privilège consiste dans la capacité de l'écran de fonctionner comme un miroir et en situer ainsi une subjectivité organique. Cela ne veut pas dire pourtant que l'écran est depuis toujours un miroir et qu'il ne peut fonctionner autrement. L'écran en fait s'est fait miroir comme conséquence d'un usage spécifique qu'on opère de l'écran lui-même, un usage qu'on a qualifié de traditionnel ou filmique et qui répond à ce que Lyotard appelle fonction représentative de l'œuvre d'art. Il s'agit d'une logique représentative propre de l'art visuel lui-même qui fait que l'image, au cinéma notamment, se met à fonctionner comme une scène dans laquelle mon désir est pris et vient s'accomplir, par exemple, sous forme de projection sur des personnages ou des situations. Fin de citation. À une telle conception de l'image correspond donc une conséquente conception du support de l'image elle-même. L'écran est donc conçu et pensé conformément à la fonction représentative, comme un support transparent derrière lequel se déroule une scène inaccessible. En d'autres termes, l'écran est traité comme s'il était transparent. L'écran est pensé comme une structure de renvoi symbolique qui permet, justement en vertu de sa transparence, de renvoyer à quelque chose d'autre, à l'objet du désir, au signifiant absent. La transparence de l'écran est la conséquence d'une sélection, on peut dire, des mouvements qui, pour Lyotard, constituent la mise en scène elle-même. À travers la répétition de certains mouvements sur l'écran, on arrive à nous identifier dans ce qui est projeté sur l'écran. À travers une opération de mise en scène ainsi conçue, alors, les films deviennent corps organiques des mouvements cinématographiques, tout comme les sujets deviennent corps organiques qui réunit pulsions éparses. Voilà comment le miroir réunit dans un corps filmique et aussi un corps perceptif et libidinal du sujet. Et justement, il les fait en fonction de son fonctionnement représentatif. Puisqu'il fonctionne comme un miroir, puisqu'il adopte une logique représentative, on peut dire que l'écran ainsi utilisé répond encore à ce que dans ces séminaires on a appelé le modèle de la fenêtre. C'est-à-dire l'écran s'est fait transparent tout comme une fenêtre et s'est fait structure de renvoi et renvoie à quelque chose d'autre qui est ailleurs. Lyotard nous explique que c'est à travers la mise en scène de deux pôles du mouvement, c'est-à-dire l'immobilisation et la mobilisation extrême, qu'on parvient par contre à faire de l'écran un véritable écran. C'est-à-dire une surface dont l'opacité et non pas la transparence nous fait voir. En mettant en scène ce qui d'habitude est hors scène, c'est-à-dire les pôles
de la représentation du mouvement, on finit pour montrer la machinerie, comme le faisait dans une autre manière Bergman au début de Persona, c'est-à-dire l'écran lui-même. C'est ce que Lyotard appelle un cinéma, qui, à différence du cinéma, qui avait une nature, on l'a vu, tout à fait représentative, répond plutôt à ce que Lyotard définit dans Freud selon Cézanne en principe de deux représentations. Dans ces cas, l'écran ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même et donc empêche la constitution d'une totalité organique, filmique, perceptive et libidinale, basée sur un signifiant absent. Autrement dit, il empêche la formation d'un sujet et, en même temps, il ne fournit pas au sujet l'accomplissement imaginaire de son désir, mais répondant plutôt à l'impulsion des morts, il parvient à un désir d'être déçu qui s'exprime à travers la monstration de la machinerie elle-même. En termes psychanalytiques, on peut dire qu'on passe du plaisir à la jouissance. Et alors, je vais montrer une séquence de personnes où on voit très bien ça. Juste après que l'actrice a découvert, l'infirmière a découvert la lettre de l'actrice, et donc quand le rêve d'identification se brise, on peut regarder cette scène, et on voit l'actrice derrière une fenêtre, la fenêtre est voilée, non pardon, l'infirmière derrière une fenêtre, la fenêtre est voilée, elle regarde l'actrice. Il y a encore ces rapports, on peut dire, de représentation voilée traditionnelle filmique, mais au moment donné, cette identification se révèle impossible, justement grâce à la monstration de l'écran, de la machinerie, de la pellicule. Et là, on termine sur un regard. Et ça, c'est significatif. On le verra plus tard. Et voilà, lentement, on revient au cinéma plus traditionnel, au cinéma, on peut dire, représentatif. Et c'est significatif qu'on revient là, encore une fois, avec une fenêtre. On va le voir tout de suite. Lentement, voilà. Fenêtre, et on revient au cinéma. On a vu donc que Lyotard semble postuler deux fonctionnements opposés de l'écran. Je me répète, mais j'espère que ça va être utile et pas inutile. Un fonctionnement représentatif, l'écran comme un miroir, qui utilise la surface de l'écran selon les principes du modèle de la fenêtre, et un fonctionnement de représentatif qui répond plutôt à une logique propre à l'écran lui-même. Les modèles de la fenêtre développent ce qu'on pourrait appeler un sujet cartésien, un sujet qui se définit à l'intérieur d'un paradigme représentatif et donc qui se constitue en opposition au monde, qui à son tour se caractérise comme son objet, son corrélat. À quel type de subjectivité, par contre, fait référence les modèles de l'écran que Lyotard se limite à esquisser, on peut dire de manière un peu implicite, dans le cinéma? Pour essayer de répondre à cette question, il faudra revenir à Lacan et tout d'abord à l'article auquel Lyotard lui-même fait référence. Il s'agit d'un article intitulé « Les stades du miroir comme formateur de la fonction du jeu » où Lacan affirme qu'à partir d'un âge de 6 mois, l'enfant se reconnaît dans l'image réfléchie par les miroirs et qu'une telle identification lui donne une sensation de jubilation révélateur d'un dynamisme libidinal. Il s'agit alors de tirer les implications ontologiques de ce stade auquel Lacan lui-même fait référence lorsqu'il parle d'une structure ontologique du monde humain. Lacan suggère qu'il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification au sans plan que l'analyse donne à ces termes, à savoir la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. L'image réfléchie agit activement par rapport au sujet. Elle transforme le sujet à la suite du processus d'identification qu'elle déclenche.
Autrement dit, le sujet ne précède pas l'image, mais plutôt il est institué à travers l'identification avec cette image. Et l'image qui institue, qui construit, qui donne lieu au sujet. Parce qu'il lui donne la possibilité de réunir ces pulsions éparses, ces objets partiels, on peut dire, dans une totalité organique, tout comme Lyotard le disait à propos du film. Tout ça veut dire tout simplement que le sujet n'est pas originaire, mais c'est une formation. Et donc, le sujet n'est pas nécessaire ni immuable. L'image spéculaire opère ainsi un repositionnement du moi par rapport au monde. Le sujet se pose comme modèle pour la réalité, un sujet pour les objets du monde, selon ce sentiment de domination sur la réalité que l'étymologie latine du terme sujet suggère. Un sentiment qu'on retrouve dans l'étymologie allemande du terme représentation, c'est-à-dire Vorstellung, littéralement posé en face. Déjà, dans cette phase primordiale du sujet, alors, le sujet s'inscrit dans un paradigme représentatif, qu'on a vu la fenêtre et les miroirs incarnent. Pourtant, Lacan nous montre aussi comment renverser, on peut dire, les miroirs, et par conséquent, la représentation et les sujets. Ce qui est curieux est qu'au même temps qu'on renverse les miroirs se transforment dans un écran. Ces renversements adviennent à travers deux notions fondamentales, celle de regard et celle de réel. Ce sont deux notions que Lacan introduit pas, mais auxquelles Lacan a dédié plusieurs pages dans le livre 11 de ses séminaires, intitulé « Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse ». Et on va partir d'une citation de ce livre qui fait référence à Merleau-Ponty pour ouvrir, on peut dire, la question de l'écran, après avoir vu le miroir. Je cite, « Ce qu'il s'agit de cerner par les voies du chemin qu'il nous indique, il parle de Merleau-Ponty, c'est la préexistence d'un regard. Je ne vois que d'un point, mais dans mon existence, je suis regardé de partout. Ce regard dont je me sens regardé s'avère un regard aveugle, qui ne me voit pas, mais je me sens quand même regardé par ce regard. Si le regard est aveugle, le sujet n'est pas en mesure de reconduire ce regard à une entité symbolisable, c'est-à-dire que ces regards restent une altérité absolue, que les sujets n'arrivent pas à symboliser, n'arrivent pas à s'expliquer, on pourrait dire, dont il ne reconnaît pas la provenance. Pour que le sujet, face au miroir, puisse se reconnaître et s'identifier dans l'image réfléchie, le regard se lide. C'est-à-dire que le sujet, pour construire son image devant le miroir, doit sacrifier son propre regard qu'il lance vers le miroir lui-même. Ainsi, le regard devient un regard autre qui n'appartient plus au sujet, mais, on l'a dit, une altérité absolue dont on se sent regardé. Le même regard que le sujet a lancé vers le miroir revient alors sous forme du regard de l'autre, qui bouleverse l'identité du sujet, qui se retrouve au même temps, moi et autre. Le sujet qui regarde le miroir est son regard, qui n'est plus son regard, mais qui était son regard, qui le regarde de l'autre côté. Voilà donc cette coïncidence entre moi et autre qui n'est pas possible dans la réalité, c'est-à-dire dans ce que Lacan appelle ordre symbolique, qui est la dimension actuelle et quotidienne, on peut dire sociale de notre expérience, mais c'est une coïncidence qui devient réelle, même si impossible, dans la dimension du réel, à laquelle on a déjà fait référence, c'est-à-dire une dimension excédente qui n'est pas soumise à la castration, et donc c'est une dimension libidinale pure, un excès de réalité, si l'on veut. Les miroirs, alors, c'est fait un écran qui, faisant écran du réel, les rend présents dans son irreprésentabilité. Si l'autre se manifeste sur l'écran, en fait, il parvient à perturber les sujets car il lui montre leur paradoxale mais en même temps réelle coïncidence. Dans ce sens,
L'écran fonctionne selon les deux modalités à lui propre. Il cache le réel et en même temps, il les fait voir. Il cache le réel dans son être irreprésentable et en même temps, il les montre, puisqu'il les fait écran. Comme Zizek observe, le réel est tout d'abord les premiers écrans qui obstaclent et déforment notre perception du référent, de la réalité extérieure, et non pas les référents ultimes que l'écran du fantasme doit couvrir et domestiquer. Autrement dit, le réel, c'est l'écran. Le réel n'est pas, selon une perspective kantienne, une chose en soi qui est cachée par l'écran, mais dans une perspective beaucoup plus hegelienne, le réel est déjà et depuis toujours pour nous et se donne à nous à travers l'écran. Il n'y a pas de réel, en somme, sans l'écran, qui les cache et en même temps, en tant que médium, qui les donne à nous. Ce qui m'intéresse de ce passage et qui est, je trouve, très intéressant, c'est que l'écran, si l'écran est le réel, et si l'écran montre les réels, l'écran montre soi-même. Il y a une sorte d'opacité fondamentale dans l'écran qui les caractérise. Parce que si l'écran est une surface de médiation qui nous montre en les cachant les réels, et en même temps il est les réels, évidemment, lorsqu'on voit les réels filtrés, on peut dire, par l'écran, on voit l'écran lui-même. Mais on va revenir sur ça après. On cherchera maintenant à comprendre en quoi consiste le pouvoir perturbant du regard. Pourquoi le regard nous bouleverse tellement. Lacan qualifie les regards d'un point de vue libidinal en tant qu'objet petit a. L'objet petit a est une des notions les plus ambiguës de l'œuvre de Lacan et on pourrait qualifier l'objet petit a comme le désir originaire, ce qui opère une fonction de manque. L'objet petit a, écrit Lacan, est quelque chose dont le sujet, pour se constituer, s'est séparé comme organe. Ça vaut comme symbole du manque, c'est-à-dire du phallus, non pas en tant que tel, mais en tant qu'il fait manque. Fin de citation. Non pas alors l'objet qui manque au désir, mais ce qu'il fait qu'il y ait un manque, ce qui produit, installe et dispose un manque au centre du désir, mais au fond au centre du sujet lui-même. Le sujet s'est construit sur ces manques qui constituent le paradoxe de la subjectivité. Pour être un sujet complet, une totalité organique, celle que le miroir me donne, je dois construire cette totalité organique sur un manque. On pourrait symboliser cette fonction de manque avec la castration symbolique. On connaît tout le complexe d'Oedipe. L'enfant doit renoncer à son désir de la mère et donc il subit une castration symbolique de la part du père pour qu'il puisse devenir à son tour adulte et donc sujet symbolique intégré dans la société. Il doit renoncer à son désir. Tout comme il doit renoncer à son regard une fois qu'il est face au miroir. C'est pour ça que le regard et l'objet petit a, ils se trouvent, on peut dire, dans la même position. Parce que ce sont ceux à qui le sujet doit renoncer une fois qu'il veut construire sa subjectivité comme une subjectivité organique et complète. Et les regards et l'objet petit a habitent donc, incarnent tout d'abord une excédence et donc habitent une dimension excédente. C'est la dimension du réel qu'on a qualifiée auparavant, pas la dimension symbolique, mais la dimension du réel, c'est-à-dire la dimension qui se révèle grâce à l'écran. Avec son apparition, l'objet petit a traumatise les sujets, dont la totalité organique devient donc excédente, explose et se brise. Les sujets se retrouvent plus que complets, excédents, puisqu'il est en même temps je et autre. Je et un autre, très célèbre Rimbaud. L'autre que les sujets rencontrent dans le réel est en réalité ce que le sujet a de plus propre, son désir originaire dont il a dû se séparer pour devenir un sujet. Voilà donc les drames, la tragédie, on peut dire, du sujet. Forcé à se séparer de son désir, il est en même temps impossibilité à les récupérer à cause de la nature traumatique du réel où son désir se situe. Poursuivre cette coïncidence impossible entre les sujets et son désir
une coïncidence impossible et pourtant réelle entre jeu et autre, est donc la seule façon de lutter contre l'aliénation du sujet. Et en même temps, les chemins à parcourir pour penser un sujet au-delà de la représentation lorsque le miroir se fait écran. Pour faire un petit résumé, alors d'un côté, les miroirs nous représentent une image spéculaire et unitaire du sujet, et l'écran de l'autre côté nous représente une partialité absolue, une excédence, celle du regard, celle de l'objet petit a. Et on est presque à la fin de cette partie un peu plus théorique, mais il me semble important d'introduire un nouveau concept, c'est-à-dire celui de lamelle. Lamelle est, pour simplifier un petit peu, on peut dire un synonyme de la pulsion des morts, c'est-à-dire de la pulsion qui habite la dimension du réel, la dimension libidinale pure dont on parle. Un instant. Donc, la lamelle est qualifiée par Lacan comme entité de pure apparence, pur fantasme. La lamelle est donc ce qui tisse l'image et la libido dans la même trame, en tant qu'intersection entre les registres de l'imaginaire et celui du réel. Lamelle, si l'on veut, est un autre, nouveau synonyme d'écran. Elle est l'écran du réel, ce qui le rend visible, ce qui se rend visible. Déjà chez Lacan, alors, l'essence libératrice et traumatique de la pulsion des morts est intimement liée à l'apparaître de l'écran, en tant que lieu de médiation et démonstration du réel. On l'avait vu déjà chez Lyotard, qui en effet a écrit après Lacan, mais on l'avait vu chez Lyotard comment, lorsqu'on voit l'écran, lorsqu'on voit la machinerie, lorsqu'il y a de la cinéma, il y a aussi de la pulsion des morts. Et là, chez Lacan aussi, on retrouve la même coïncidence entre ce qui fait voir, une opacité qui fait voir et qui s'est fait voir, donc c'est montrer et c'est montrer, et la pulsion des morts. On peut maintenant fournir une caractérisation libidinale de l'écran assez complexe. L'écran est tout d'abord les réels qui instituent un au-delà au sens d'une excédence. Mais il est aussi l'intersection entre le réel et l'imaginaire, puisqu'il rend visible et en se rendant visible, il rend visible l'altérité irreprésentable du réel. L'écran est donc la seule possibilité que nous avons, dans une dimension symbolique et imaginaire, de récupérer, selon l'écran lui-même, le réel. L'écran est ici lieu de médiation. Il rétablit les choses dans leur statut de réel. Donc voilà l'importance, je trouve, de l'écran en tant que médium, dans un sens profond, dans un sens ontologique. Parce qu'il s'agit d'un médium qui opère une médiation, qui peut nous mettre en contact avec le réel, qui peut rendre visible l'invisible, et il le fait en se rendant visible. En d'autres mots, l'écran rejoint la propre essence lorsqu'il cesse de fonctionner comme un miroir, et donc il cesse d'être transparent, pour exalter au contraire son opacité constituante. Mais cette opacité qui nous fait voir, c'est une opacité qui nous fait voir tout d'abord l'écran lui-même. C'est l'opacité de l'écran que l'on voit. L'écran est donc un médium qui rend visible en se rendant visible. Il s'agit d'un aspect qu'on retrouve et dans l'écran cinématographique et, à mon avis, dans les écrans numériques, multiples, mobiles et pluriels d'aujourd'hui. Leur continuité ontologique consiste justement dans l'être des médias opaques qui partagent une opacité qui fait voir et qui les fait voir, ou mieux, qui fait voir puisqu'elle les fait voir. Évidemment, les écrans peuvent toujours fonctionner comme des miroirs, et on l'a vu au début de cette conférence, lorsque leur opacité s'est fait transparent. Mais, on peut dire leur propre essence, c'est plutôt de faire voir à travers cette opacité et de se faire voir. On voit, selon eux, on peut dire, en reprenant une formulation de Merleau-Ponty, qui, je trouve, incarne vraiment ce que je suis en train d'expliquer.
Et alors, on a vu que l'écran se caractérise comme un médium qui s'est fait, plutôt qu'une structure de renvoi, comme c'était le miroir ou la fenêtre, une surface, une structure de médiation entre la réalité et le réel. Dans The Perfect Guide to Cinema, Slavoj Žižek, c'est un film que Žižek a dédié au cinéma, on peut dire, et à une psychanalyse du cinéma, et une philosophie aussi du cinéma. Žižek semble suggérer qu'un tel pouvoir de l'écran est d'une certaine manière inséparable de son essence narrative. Donc, on introduit un nouveau concept, c'est-à-dire celui de la narration. Dans la même époque, dans notre époque, qui se caractérise par la fin des grands récits, comme Lyotard le dit, dans la condition postmoderne, et en même temps, comme on a cherché un peu de le dire dans ce séminaire, par l'affirmation du paradigme de l'écran, le rôle de la narration semble donc être contradictoire. Mais ce n'est à mon avis qu'une contradiction apparente, comme on le verra lorsqu'on aura détaillé les caractéristiques de cette narration et sa fonction anti-représentative. J'espère qu'au cours de cette première partie, vous avez retrouvé un peu la dialectique identification et impossibilité d'identification, identification impossible, qu'on a esquissé au début de cette conférence avec Persona de Bergman. Et on revient maintenant à ce film pour comprendre l'importance de la narration chez Žižek en tant que structure de médiation entre le trauma du réel et l'aliénation du symbolique. Le scénario de Persona consiste, au fond, dans un long monologue de l'infirmière, car l'autre protagoniste, elle ne parle pas. Et l'infirmière raconte sans cesse, dans la première partie et dans la deuxième partie du film, elle reproche, on peut dire, elle juge l'actrice sans cesse. Et elle parle tout le temps. Je trouve que le cœur du scénario, et c'est la même chose pour Žižek, est sans doute dans une scène qu'on va voir maintenant, où Alma, l'infirmière, raconte à l'actrice une expérience érotique bouleversante. Det var jul när vi var alldeles för oss själva. En dag när Karin kom bort in till stan så gick han ner till stranden ensam. Det var där varmt och skönt. Hon hade en annan flicka där nere. Hon bodde på en ö nära och hon hade gammalt över till vår strand för att hon låg söder och var mer ogenerad. Vi låg där vi varandras nakna och såg oss. Somnade lite och vaknade och smorde in oss. Så hade jag såna hattar på huvudet, såna billiga basstappar. Jag hade ett blått band i min hand. Så låg jag där och tittade fram under hatten. Kikade ut på landskapet, havet, solen. Det var så lustigt liksom. Plötsligt ser två figurer som hoppar omkring på klipporna alldeles ovanför oss. Du nu så och kikar fram ibland. Det är två pojkar som tittar på oss att den där flickan. Hon heter Katarina. Alla de tittar som vänder som på rygg. Det var en sån underlig känsla. Jag ville springa upp hela tiden på min badtrappa, men jag var nog kvar och låg. Magen och stjärten med. Alldeles ogenerad och lugn liksom. Hela tiden hade Katarina bredvid. Med sina bröst och sina tjocka lår. Ballonger fnissade lite för sig själv. Så fick jag se att pojkarna kom närmare. De bara stod där och tittade på oss. Då såg jag att de var hemskt unga. Så den ena av dem, han som var modigast, han kom fram till oss och satte han sig på huvudet bredvid Katarina. Så låtsade han vara upptagen av sin ena fot och började peta sig mellan tå.
tog hon honom i hand och hjälpte honom av med jeans och skjortor. Så plötsligt så var han ovanpå henne. Hon hjälpte honom till rätta och höll honom och sköt. Den andra pojken var satt upp i backen och tittade. Jag hörde Katarina viska i örat på honom och skratta. Och jag hade hans ansikte alldeles intill mig. Det var alldeles rött och svullet. Plötsligt så vände jag på mig och sa: du ska inte komma till mig också. Katarina som du ska gå till henne. Så drog han sig över henne och så föll han över mig alldeles hårt. Så tog han tag i mitt ena bröst. Oj, han har gjort så ont. Jag var alldeles färdig och nyss så kom nästan en gång. Kan du förstå det? Skulle jag ju säga åt honom att du måste vara försiktig så att han inte blir med barn. Då kom det fram. Jag kände som jag aldrig har känt i hela mitt liv hur han sprutade säd i mig. Han höll mig om axlarna och böjde sig bakåt. Han kom gång på gång. Katarina hon blev på sidan och tittade på. Höll honom bakifrån. Så när han var färdig så tog hon honom i famn. Gjorde färdigt med hans hand. Så när jag gick för en muskel kom till alldeles direkt. Så började vi skratta alla tre. Så ropade vi på den andra pojken som satt upp i backen. Han heter Peter. Han kom ner alldeles förvirrad och såg ut som han frös i solsken. Katarina knäppte upp byxorna på honom och började leka med honom. Så när jag gick för honom så tog hon emot honom i munnen. Han böjde sig ner och började kyssa henne på ryggen. Och då vände hon sig om och så tog hon om hans huvud med bägge händerna och gav honom sitt bröst. Den andra pojken blev så upphetsad att han och jag började om igen. Det var lika skönt som förra gången. Och så badade och så skildes vi åt. Och när jag kom tillbaka till Henrik när jag kom hem på stan. Och vi åt middag tillsammans och så drack vi rödvin som han hade haft med sig. Och så låg vi med varandra. Vi har aldrig haft det så skönt tillsammans, varken förr eller senare. Kan du förstå det? Ja, så blev jag med barn förstås. Et donc voilà, c'était une longue séquence, mais en même temps, je trouvais que c'était nécessaire de la voir dans son totalité. Vous voyez bien comment Bergman résiste d'un côté à la tentation du flashback. On s'attend à un flashback lorsqu'il commence à raconter, et après on comprend qu'on ne pouvait pas montrer tout ça. On n'aurait pas réussi à trouver une manière satisfaisante, on peut dire, de montrer ce qu'elle décrit. Et donc, Bergman l'a fait parler, et c'est la narration qui nous montre, à travers sa médiation, l'irreprésentabilité du réel, vous voyez, d'une dimension libidinale pure. C'est dans ce sens que Žižek propose de considérer la narration filmique, et donc, d'une certaine manière, de superposer l'écran et la narration. Ou d'une autre manière, de montrer une essence, une composante narrative de l'écran cinématographique. Parce que grâce à la narration, le réel, donc ce qu'elle raconte, perd son caractère traumatique et on peut se confronter avec lui. C'est-à-dire avec les réels, c'est-à-dire avec notre propre désir qu'on a refoulé, qu'on a exclu, dont on s'est séparé. L'importance de la narration consiste donc dans le fait qu'elle peut nous montrer les réels à travers son filtre, qu'elle se fait écran du réel et nous permet de rencontrer les réels sans le trauma de cette rencontre. Žižek dit dans ce film, "When fantasy disintegrates, you don't get reality, you get some nightmarish real too traumatic to be experienced as ordinary reality.
That would be another definition of nightmare. La narration incarne donc le statut de médiation de l'écran entre le réel traumatique et le sujet. Dans ce sens, le fantasme narratif est celui qui interpose une distance entre la réalité et le réel, et en même temps, il les met en communication entre eux. Le fantasme narratif est analogue à l'écran, on l'a dit, il joue le même rôle, c'est-à-dire l'intégration d'une sphère dans l'autre. Pour Žižek, il s'agit au fond d'une sorte de vertu thérapeutique du cinéma qui amène le sujet vers la rencontre avec l'autre, avec son propre désir, son désir réel, selon un parcours de désaliénation qui passe à travers cette médiation, à travers les filtres de l'écran et de la narration, pour que le sujet ne reste pas irrémédiablement traumatisé par le réel lui-même. La fonction du fantasme de la narration est donc la fonction même de l'écran qui, on peut dire, fonctionne de manière narrative. L'écran est une narration sur l'écran qui permet d'intégrer... Non, pardon. Les fantasmes est une narration sur l'écran qui permet d'intégrer la dimension de la libido dans la subjectivité symbolique et de combler, même si de manière partielle, mais au moins non représentative, les manques à être du désir du sujet. La peculiarité du cinéma consiste pour Žižek dans l'effet de créer des fantasmes auxquels le spectateur croit même s'il connaît leur statut ontologique, c'est-à-dire même s'il est au courant qu'il s'agit des fantasmes. C'est la question principale du cinéma contemporain, qui semble avoir un statut purement métacinématographique, en se demandant tout le temps comment soit-il possible qu'on croie encore à la magie de l'écran, même si on connaît très bien la machinerie qui soutient cette magie. Ma réponse à cette question est qu'on croit aux fantasmes du cinéma justement parce qu'on connaît la machinerie qui les a produits. Autrement dit, on a besoin de voir l'écran pour qu'il nous puisse montrer quelque chose de réel, dans lequel on peut croire. Žižek dit, even if we know that it's a fiction, it fascinates us. Even if we know it's fake, illusion persists. There is something real in illusion, more real than in reality behind it. Donc, à différence de ce que affirmait Lyotard, la monstration de la machinerie ne signifie pas le désir d'être dessus, dans ces cas-là, et donc elle n'empêche pas forcément une immersion narrative. Au contraire, aujourd'hui, il s'agit justement de construire une narration à partir de cette monstration de la machinerie, à partir de l'opacité de son médium. C'est pourquoi, peut-être, Žižek ne se limite pas à faire un documentaire philosophique sur le cinéma, mais sans la nécessité de tourner un film, comme vous le voyez là, de recréer une sorte de narration, de se situer sur les scènes, les ambientations des films dont il parle. Là, par exemple, il est sur la scène de Les oiseaux de Hitchcock. Et donc, il crée une autre narration pour parler philosophiquement du cinéma et de désir. L'importance de la dimension narrative de la fiction consiste donc dans le fait qu'elle n'incarne pas une dimension hallucinatoire alternative par rapport à la réalité. Au contraire, pour Žižek, c'est justement au cœur de la dimension fictive qui s'installe le réel. La réalité refoule le réel à cause de son caractère excédent, et alors les réels se réfugient, on peut dire, de la fiction. On les retrouve dans la fiction, qui, à travers l'écran de la narration, les rend présentables, les rend moins traumatiques et donc nous met en contact avec lui. La narration, alors, c'est un jeu qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est un peu ce qui nous dit un film dont on va parler un petit moment maintenant, c'est-à-dire Spring Breakers de Harmony Korine. La trame de ce film, je l'ai prise de iTunes parce qu'il me semblait que c'était dans un français que je ne maîtrisais pas et donc je la cite. Elle dit « Pour financer leur spring break, 4 filles aussi fauchées que sexy décident de braquer un fast-food. Et ce n'est que le début. Lors d'une fête dans une chambre de motel, la soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. En bikini et avec une gaule de bois d'enfer, elles se retrouvent devant le juge, mais contre toute leur attente, leur caution est payée par Allen, un malfrat local qui les prend sous son aile. Là, c'est la trame du film.
pour voir de ce qu'on parle. D'ici, de ce moment, après que Alien a pris ses filles sous son aile, les films deviennent presque surréels et oniriques. Un cauchemar esthétisé, on pourrait dire. Les filles commencent une vie hors la loi qui les amènera à une folie homicide inimaginable au début du film. Ce qui nous intéresse ici, c'est les passages entre les spring break ordinaires, c'est-à-dire un lieu où tout est permis par 3 jours, une interruption temporaire, on peut dire, de la vie quotidienne, à une dimension qui excède complètement la vie ordinaire. Une dimension sans règles, une dimension qui rassemble tout au fait au réel dont Lacan nous a parlé. Et pour retrouver plus de réalité, les metteurs en scène décident de passer à travers la fiction plus pure. C'est-à-dire, comme le dit Žižek, là où la réalité semble irréelle, l'irréel apparaît. Alors maintenant, je vais montrer une séquence où il me semble la réalité s'est fait vraiment irréelle et de ce moment, le film devient justement un film onirique, mais en même temps qui nous fait voir vraiment la dimension du réel. Et c'est grâce à ces passages et à cette séquence où la réalité s'est fait irréelle. Désolé. On ne peut pas voir les films, merci à Apple. Comme si on n'avait pas parlé de ces films. Enfin, ce que je voulais montrer, c'était juste seulement le fait que on avait affaire avec une réalité tout à fait fictive. Et là où la réalité devenait irréelle, le réel s'est montré. Mais on peut poursuivre avec notre présentation. Et revenir à Žižek. À la fin de The Pervert's Guide, Žižek affirme « In order to understand today's world, we need cinema. Only in cinema we have access to this dimension we cannot confront in our reality. » Et encore, « If you're looking for what in reality is more real than reality itself, look in cinematic fiction. » Donc c'est cette œuvre de médiation opérée par le cinéma qui arrive aujourd'hui à nous montrer les réels de notre époque. Cette essence narrative de l'écran cinématographique semblerait pourtant disparaître avec la prolifération des écrans dans notre époque. Et on les voit assez bien. Les écrans aujourd'hui ne servent pas juste à raconter des histoires comme à l'époque du cinéma, mais on les utilise pour se déplacer, avoir des informations, communiquer, etc. Les nouveaux écrans semblent perdre alors leur essence narrative et avec ça, leur opacité, leur capacité de se faire surface de médiation. À ces propos, Francesco Casetti propose d'appeler ces nouveaux écrans « display », justement parce qu'ils se limitent à donner à voir sans rien cacher. Les nouveaux écrans se limiteraient donc à recueillir et exposer des données sans en situer une dialectique de présentation et absence entre le visible et l'invisible. Ce déplacement de la fonction de l'écran est sans doute vrai et on le voit tous les jours. En même temps, je reste convaincu qu'il y a une opacité qui résiste et insiste dans ces nouveaux écrans, malgré leur prétention d'une transparence absolue. Une opacité qui insiste avec une composante narrative latente, mais pas moins importante qu'avant. Si on analyse mieux les rôles de ces nouveaux écrans, c'est-à-dire de ces évolutions, d'un côté, on peut les appeler, de l'écran de cinéma, et on ne se limite pas à analyser seulement leurs fonctions pratiques, on se rend compte qu'aujourd'hui, on utilise tous ces écrans encore aussi pour raconter des histoires. Quel type de narration s'engendre alors avec ces nouveaux écrans? Et est-elle à mesure de se faire structure opaque des médiations? Et encore, à quel type de subjectivité donne-t-elle lieu?
on va chercher à répondre à ces questions dans la partie finale de mon intervention. C'est au 2008, grâce à un débat sur Second Life, que j'ai connu Mauro Carbone, enfin qu'on s'est connu. Et c'était parce qu'au 2008, Second Life, c'était une question, on peut dire, philosophiquement urgente. Pas seulement philosophiquement, mais aussi philosophiquement urgent. C'était quelque chose qui soulevait des débats, justement, des préoccupations d'un côté, des enthousiasmes de l'autre. Il semblait à l'époque, en somme, que Second Life représentait la possibilité d'une virtualité radicale qui pouvait se déclencher d'un moment à l'autre et affecter d'une quelque manière la réalité. Juste après, Facebook est devenu extrêmement populaire et Second Life est presque disparu, ou mieux, il a perdu d'importance à tous les niveaux. Les raisons du succès de Facebook par rapport à Second Life s'avèrent, à mon avis, des symptômes d'une nature anti-représentative et donc narrative et opaque des nouveaux écrans aujourd'hui. Et on cherche un peu à voir le fonctionnement de ces deux plateformes pour voir pourquoi, à mon avis, les écrans aujourd'hui gardent une composante narrative et opaque. Second Life permet à son utilisateur, à travers un avatar, avec des apparences humaines ou anthropomorphiques au moins, de commencer une seconde vie, ou si l'on veut, une deuxième vie. Ça dépend de combien de vies il choisit d'avoir. Et de commencer une seconde vie sur cette plateforme virtuelle. On peut choisir notre genre, notre aspect, notre travail, notre origine. On peut amener une vie sur Second Life qui est tout à fait pareille à la vie qu'on fait tous les jours, mais aussi, et la plupart des gens font ça, on peut amener une vie totalement différente qui, d'une certaine manière, cherche à compenser les frustrations de la vie réelle à travers une réalité hallucinatoire, un plaisir imaginaire. Une réalité hallucinatoire qui, en même temps, est réelle parce que les gens qui sont derrière l'écran, derrière les avatars, sont réels comme moi. Mais quand même, les types de satisfaction que Second Life me donne, c'est toujours un type de satisfaction hallucinatoire. Je vais choisir une autre image, c'est un peu explicite, mais ça me semblait que c'était parfait pour ces discours que nous sommes en train de faire. On a les écrans, on a les miroirs, on a les avatars, on a les désirs, on a les frustrations, on a les compensations, on a une dimension, on a une fenêtre, on a une dimension très représentative de notre deuxième vie. Et ma thèse, au fond, c'est que Second Life opère encore un fonctionnement représentatif. Il offre une figure dans laquelle me reconnaître mimétiquement, on le voit, et à travers laquelle rechercher un plaisir illusoire. L'immersion profonde que Second Life réclame reste donc limitée, en réalité, à la surface de l'écran, qui est la surface d'un miroir. Le fonctionnement de Facebook, et cette image est complètement inutile, mais c'est juste pour voir un peu vraiment la graphique différente entre les deux plateformes, est radicalement différent, et on le voit. L'utilisateur peut ouvrir un profil avec ses données, rechercher ses amis et commencer à raconter sa vie d'une manière plus ou moins fidèle à la réalité, à travers des phrases, des photos, des liens, des vidéos, des morceaux de musique, pour partager sa vie avec ses amis. Il ne parvient pas à créer une vie parallèle comme avec Second Life, mais plutôt il parvient à une narrativisation de sa propre vie. Et l'immersion par rapport à Second Life est bien plus profonde, bien que plus discrète. À travers Facebook, on fait de notre vie une narration, pour nous-mêmes, tout comme pour les autres. Et il y a 2 ans, en fait, Facebook a changé le nom de la page principale, qui n'est plus le wall, mais est devenu journal. Et donc, journal intime et en même temps public. Un nom qui montre comment les programmateurs de Facebook aussi ont compris, évidemment, l'essence fortement narrative de ces médiums.
Facebook donc refuse un fonctionnement représentatif, et c'est pour ça que je voulais cette image, car il ne propose pas une identification mimétique, mais plutôt une identification du type narratif. Et par conséquent, il ne parvient pas à créer une réalité parallèle, mais plutôt à rendre virtuelle la réalité actuelle. Virtuelle au sens que Deleuze lui donne en reprenant les mots de Proust. Réel sans être actuel, idéal sans être abstrait. Cette narration qui rend virtuel l'actuel révèle donc une opacité inattendue, une dialectique entre présence et excédence toujours à l'œuvre. Il ne s'agit pas juste de Facebook. On le voit dans plusieurs new media et dans plusieurs new screens. On peut faire l'exemple de jeux vidéo, et voilà une autre slide complètement inutile. Mais bon, juste pour avoir quelques images, on peut faire l'exemple des jeux vidéo, par exemple. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus le lieu d'une narration d'une histoire pour favoriser l'immersion du joueur. Un des cas les plus célèbres, c'est celui de Metal Gear Solid. Enfin, moi, je ne suis pas trop un joueur, mais j'ai fait mes recherches. C'est le cas de ce Metal Gear Solid. C'est un shoot 'em all, c'est-à-dire il n'est pas vraiment une histoire apparemment très complexe, mais en effet, les joueurs, avant de terminer le jeu, est forcé à regarder un total de 8 heures de vidéos narratives où le jeu lui explique l'ambientation. Pas 8 heures, ce sont plusieurs morceaux évidemment de vidéos, mais pour compléter le jeu, il doit regarder 8 heures de vidéos. C'est comme 4 films. Tout ça pour rendre plus immersive l'action du joueur et en même temps pour le faire à travers une narration. Mais ce type de stratégie considère encore les joueurs comme un spectateur passif. Il est immergé, si l'on veut, dans l'histoire, mais tout comme au cinéma. Par contre, après, d'autres jeux vidéo se sont développés et ce sont des jeux vidéo qui cherchent à faire du joueur celui qui raconte et aussi donne origine à sa propre histoire. Des jeux vidéo comme The Sims ou GTA permettent aux joueurs de développer des véritables histoires de manière personnelle et imprévisible. Il n'y a pas de choses à faire, des tâches à accomplir. Il y a juste d'entrer dans les jeux vidéo et faire ce que l'on veut. Et donc, on s'est créé notre propre histoire. L'immersion dans ces jeux vidéo passe à travers cette narration. Et en plus, on peut aussi faire des vidéos et les poster sur YouTube. Des vidéos avec les aventures de nos avatars dans les jeux vidéo et les poster sur YouTube. Et donc, les jeux vidéo deviennent un lieu où j'arrive à créer une narration et en même temps, je la partage. Tout ça pour favoriser, on peut dire, l'immersion. Mais ce type d'immersion narrative, on peut dire à laquelle les new media cherchent à parvenir, on la voit aussi au cinéma. Pas seulement avec les cas du 3D, mais aussi, par exemple, à travers d'autres stratégies commerciales. C'est le cas de The Dark Knight, qui est le dernier film de la saga de Batman, qui, par exemple, a été lancé à travers Why So Serious, qui était un alternative reality game, c'est-à-dire un network narratif interactif qui ampliait les joueurs, c'est-à-dire les gens qui voulaient participer à ce jeu dans les mois avant le lance du film, et qui impliquait ces joueurs à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ils jouaient sur Internet, mais en même temps, ils devaient trouver des indices, ils recevaient des appels au téléphone, des gens allaient chez eux, ils étaient supposés aller quelque part. Et donc, à travers cette structure narrative, je trouve une très belle définition, network narratif interactif, les sujets, les spectateurs du film est impliqué dans une narration qu'on peut définir une narration augmentée, tout comme la réalité augmentée. C'est une narration augmentée qui est plus puissante, plus immersive et enfin, d'une certaine manière, virtuelle.
Et on les voit très bien avec, par exemple, cette structure de narration augmentée avec les séries télévisées. Les séries télévisées, souvent, créent des univers dans lesquels les spectateurs veulent s'immerger le plus possible et ils cherchent tous les moyens possibles. Par exemple, à travers les softwares wiki, les mêmes softwares de Wikipédia, un fan de Lost a créé Lostpedia, qui c'est une encyclopédie énorme réalisée par les fans de la série et donc pas par les auteurs, qui décrit tous les détails de personnages et des aventures des personnages de cette série, Lost. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fans ne se sont pas limités à raconter les détails qu'ils voyaient sur l'écran, mais ils imaginaient tous les backstories. Ils créaient un univers à travers une opération de déduction, évidemment, de ce qu'ils voyaient. Ils imaginaient toutes les histoires qui étaient derrière ces personnages. Ou encore, un autre cas emblématique, c'est celui de Mad Men, qui est une autre série télévisée, et Twitter. Par exemple, des gens communs, comme nous, des fans de Mad Men, ont commencé à tweeter en utilisant comme profil les noms des protagonistes de la série. Ce n'était pas quelque chose de prévu, ce n'était pas une stratégie de réalisateur de la série, c'était juste un jeu. Et dans vraiment peu de temps, beaucoup de personnes ont commencé à tweeter avec ces gens comme s'ils étaient vraiment les personnages de cette série. Évidemment, tout le monde était... en plus, c'est une série qui est située dans les années 60. Donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, c'était tout à fait impossible. Et donc, tout le monde savait très bien qu'il n'y avait pas les personnages réels derrière cet account Twitter. Et pourtant, ils jouaient. Il restait, on peut dire, dans cette dimension fictive et il y avait une interaction continue entre ces personnages et les autres utilisateurs de Twitter. Voilà encore un exemple où ce n'est pas important de savoir la machinerie, ce n'est pas important de savoir ce qu'il y a derrière, c'est juste la narration qui intéresse l'utilisateur. Cette immersion du spectateur, on la retrouve aussi par exemple dans la publicité, qui passe d'un modèle de commandement et contrôle à un modèle plutôt basé sur l'implication du spectateur qui devient un créateur de publicité. Ou encore, et ça c'est peut-être l'exemple qui nous intéresse le plus, aussi à travers les wearable screens, c'est-à-dire les screen media avec lesquels on peut s'habiller. Par exemple, avec ce type de dispositif, c'est évident qu'on peut, si on se trouve dans une ville, recevoir des informations sur ce qui nous entoure, mais en même temps, on peut faire des photos, partager nos impressions, partager nos aventures, nos expériences. Et la plupart du temps, on les fait de manière à raconter une histoire et pas juste à donner des données. Un autre exemple dans ces cas est celui de Nike+. Nike+, c'est une communauté virtuelle qui s'est créée à partir de ces dispositifs Nike qu'on peut avoir dans comme application sur les portables ou comme senseur dans les chaussures avec qui on va faire une course et après on peut confronter notre course avec tous les autres runners qui utilisent les mêmes senseurs. C'est une communauté énorme avec vraiment plein de gens et aussi une activité solitaire comme la course devient de cette manière sociale. Il me semble, avec cette, on peut dire, panoramique un peu vite fait évidemment, que ces new media, ces nouveaux écrans aussi, répondent à ce que Casetti appelle New Anthropological Needs, c'est-à-dire à des nouveaux besoins anthropologiques qui caractérisent notre époque. Et il me semble que ces nouveaux besoins anthropologiques sont narration, partage et immersion. Parfois, et on l'a vu avec Second Life, mais on pourrait faire d'autres exemples, on cherche à satisfaire ces besoins à travers une immersion
qui crée des réalités parallèles. Et pour faire ça, on rend les médiums transparents. Mais on l'a vu, ces expériences sont destinées à échouer. Les expériences plus immersives sont les expériences où les médiums se posent comme interface et donc comme surface de médiation entre la réalité et le virtuel, ou le réel, pour revenir au discours qu'on faisait au début. C'est-à-dire que pour favoriser l'immersion, la narration et le partage, c'est nécessaire d'exalter l'opacité de ces écrans et non pas leur transparence. Encore, on revient à Lyotard et on voit comment c'est tout le contraire de ce qu'il disait à propos de la machinerie. La machinerie parvient ici à une véritable immersion dans une réalité virtuelle augmentée et partagée. Pour ces nouveaux écrans, à mon avis, tout comme pour l'écran du cinéma, l'opacité reste fondamentale. C'est une opacité qui fait voir si elle les fait voir, si elle fait voir ces écrans. Une opacité qui, par ailleurs, reste inséparable de la narration elle-même. Si les new media et les nouveaux écrans aussi partagent avec les cinémas une opacité fondamentale, s'ils se posent toujours comme surface de médiation, qu'est-ce que le rapport avec le réel et l'altérité? Alors, revenir au fonctionnement de Facebook est peut-être la façon meilleure pour conclure cette intervention et essayer de comprendre ça. Si dans Second Life, l'utilisateur choisit toutes les caractéristiques de son avatar, sur Facebook, l'utilisateur n'est pas le seul à construire son propre profil. En effet, par exemple, à travers la fonction des tags, quelqu'un d'autre peut intervenir dans la création de mon profil et donc de mon identité avec une photo ou un lien. Or, quand on est tagué dans une photo, surtout si on n'aime pas cette photo, surtout si on ne s'attend pas d'être tagué, on ressent une sensation étrange. Une sensation qu'on pourrait chercher à expliquer avec Lacan et Merleau-Ponty. Pour un instant, je ne me sens pas comme un sujet qui regarde, mais plutôt comme un objet regardé. Je ne suis pas le sujet qui décide de son propre profil, mais je me vois dans le spectacle du monde. Et alors, il me semble que les tags, c'est un mécanisme bien plus profond de ce qu'il peut apparaître, car il ouvre les processus d'identification et de construction de l'identité à autrui. Il ouvre la subjectivité à une altérité radicale. Les tags nous révèlent alors, pour le dire avec Merleau-Ponty, une réversibilité imminente entre sujet et monde, une réversibilité qui, comme on l'a vu avec Lacan, signifie aussi le retour du réel en tant que refoulé au cœur de la réalité. On peut maintenant, en conclusion, chercher à esquisser les profils de la subjectivité à l'époque des écrans. Il s'agit tout d'abord d'une subjectivité qui cherche à échapper les mécanismes représentatifs du miroir orthopédique pour s'en situer à travers l'œuvre de médiation de la narration, ce qui fait que le sujet ne se conçoit pas comme une totalité complète et organique. Le sujet est plutôt un sujet toujours partiel, fragmentaire, résiduel. Il n'est pas défini car il est ouvert sur l'autre, parce qu'il est autre. Et encore, il n'est jamais complet, mais processus qui investit continuellement son produit. Encore une fois, Facebook nous offre un très bon exemple du statut du sujet aujourd'hui. Notre identité sur Facebook est continuellement en évolution, en redéfinition par moi et par les autres. Elle ne précède pas la relation, mais elle se fait dans la relation. C'est ça, par exemple, l'essence de liens, des links. On construit une identité avec des links, des liens, c'est-à-dire à travers une action de relation. Et c'est en plus une identité qui est tout à fait polyvoque, parce qu'on l'a construit à travers des citations, des morceaux de musique, des vidéos, des images, des lectures, des choses qu'on aime. Et on construit notre identité avec des choses qui sont déjà là. Donc c'est une identité qui n'est jamais, on peut dire, originaire, mais c'est fait à partir des choses qui sont déjà là. Alors il me semble, et je le dirai de manière très vite, que l'écran, à différence du miroir, peut donner lieu à une subjectivité qui ne se reconnaît pas dans une figure organique, mais qui se construit dans un processus narratif sans fin, issu par les sujets, ou mieux ce qui reste du sujet, et par les autres. La narration elle-même, elle devient une narration résiduelle, c'est-à-dire une sorte de narration après la fin des grands récits, une narration partielle et jamais organique, mais au contraire ouverte, partagée et surtout créée ensemble.
Les expériences que ces new media nous proposent ouvrent ainsi vers une redéfinition de la passivité et de l'activité, dans la direction de la passivité de l'activité à laquelle fait référence Merleau-Ponty. Mais il me semble ces new media ouvrent aussi vers une dimension interindividuelle ou encore mieux pré-individuelle, pour utiliser les mots de Simondon. On va créer notre identité avec des choses qui sont déjà là. Et il me semble enfin que les modèles de l'écran, à différence du modèle de la fenêtre, nous aident à penser une subjectivité après le sujet qui rejoint les efforts théoriques de philosophes comme Merleau-Ponty, Simondon et Deleuze, qu'on a cités aujourd'hui, aussi d'autres, vers la définition d'une notion de subjectivité au moins plus adéquate à notre époque et peut-être à l'humanité elle-même. C'est évident, et c'est une précision qu'il faut faire, que tout ça, c'est, on peut dire, ce que je souhaite, ou on peut le dire mieux. C'est évident que Facebook, Google et les institutions qui gouvernent Internet répondent encore à une logique très différente. Une logique identitaire. Facebook veut notre nom, nos prénoms. Il faut que la réalité virtuelle soit une duplication plus puissante, évidemment, mais toujours une duplication de la réalité actuelle. C'est ça un peu la logique qui, il me semble, soutient Internet aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez, Facebook a lancé cette année les films. Ils font les films de tes activités sur Facebook. Alors, d'un côté, on a une narration ouverte, on a dit, qui s'est fait continuellement en processus. De l'autre côté, Facebook te propose un film pour t'identifier. Donc, voilà ces deux différentes logiques. Mais il me semble que quand même, malgré l'utilisation qu'on fait de ces médias, et malgré l'utilisation qu'on fait de ces médias ont la capacité de fonctionner comme j'ai cherché à les décrire avant, c'est-à-dire ces médias peuvent garder leur opacité et cette opacité résiste à tout type de transparence. Jean Baudrillard, en 1996, dans un article intitulé « Écran total », exprimait toutes ses perplexités face à la prolifération des écrans qui caractérisait déjà la fin du XXe siècle, surtout à propos du statut du sujet dans cette époque. Je cite une phrase avec qui il termine l'article. « En revanche, l'effet que l'identité soit celle du réseau et jamais celle des individus, l'effet que la priorité soit donnée au réseau plutôt qu'aux protagonistes du réseau implique la possibilité de s'y dissimuler, de disparaître dans l'espace impalpable du virtuel et ainsi de n'être plus nulle part repérable, y compris pour soi-même, ce qui résout tous les problèmes d'identité sans compter les problèmes d'altérité. » Ici, Lyotard est en train de critiquer tout ça. Oui, merci. Baudrillard est en train de critiquer tout ça. Il a peur, d'une certaine manière, que cet écran total fait disparaître les sujets en tant qu'individus. Au moins, il semble dire ça. Et donc, ce que Baudrillard craint ici, c'est à mon avis, au contraire, la chance de notre époque, de nous libérer des limites du sujet et de sa finitude manquante, de faire de la subjectivité non pas une prison, mais un processus ouvert sans cesse. Mais si l'on souhaite ça, alors, et là avait raison Baudrillard, l'écran ne sera pas total, mais partiel, opaque et fragmenté. Eh bien, Jacopo, merci beaucoup. On aurait besoin de beaucoup de temps pour réfléchir autour de ce que tu viens de nous dire, de tes suggestions. On aura le temps de le faire, évidemment. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur une des identifications qui sont à la base de ton discours, c'est-à-dire l'identification
écran narration, et peut-être aussi l'identification narration, médiation par rapport au réel. Et comme on a consacré notre cours cette année au 11 septembre, je voudrais y revenir en faisant référence au 11 septembre et en particulier au court-métrage de González Iñárritu qu'on a vu ensemble, qu'on a commenté, parce que il me semble un exemple possible et efficace du fait que dans ce cas-là, l'écran, ce n'est pas quelque chose qui renvoie à... c'est pas forcément quelque chose qui renvoie à une narration, mais c'est plutôt où il devient dans certaines images de ce court-métrage une manière de manifester le réel. Alors, dans ce sens-là, il me semble que il y a des parties de ce court-métrage, je suis en train de penser aux parties du court-métrage où on voit l'écran noir, et je suis en train de dire on voit l'écran noir, et donc je suis en train de dire on voit l'écran. On voit l'écran en tant que tel. C'est précisément ce auquel Lyotard nous invitait par la notion d'acinéma. Montrer l'écran en tant que tel. Et donc détacher à sa fonction représentative qui est la fonction qui nous empêche de voir l'écran en tant que tel. Alors le fait de noircir l'écran, c'est une manière de nous le montrer. Mais c'est justement par cela que González Iñárritu évite de faire de la narration, c'est-à-dire évite de faire tout ce que les autres réalisateurs des autres épisodes du même film ont fait en créant une narration autour du 11 septembre qui a la fonction de redimensionner l'événement du 11 septembre. Redimensionner veut dire justement essayer de rendre tolérable la rencontre avec le réel que le 11 septembre a été. Et alors je me dis, l'écran peut avoir aussi ce genre de fonction de rencontre avec le réel. Je vous rappelle que Slavoj Žižek, dont on a parlé, a écrit aussi un livre sur le 11 septembre, dont le titre est « Bienvenue dans le désert du réel ». Et dans le premier chapitre de ce livre, il met en parallèle, et c'est un parallèle atroce, les images du 11 septembre avec les images des snuff movies,
c'est-à-dire le film où les scènes de viol et les scènes d'assassinat ne sont pas fiction. Et il a souligné cet intérêt particulier concernant ce parallèle. Alors je pourrais même dire que peut-être il y a aussi une nécessité opposée aux nécessités que tu as rappelées avec Casetti, les New Anthropological Needs, hein, les besoins anthropologiques nouveaux, c'est-à-dire narration, immersion et partage. S'il y a cette curiosité, pardonnez-moi le mot que je mets entre guillemets, pour des images comme les images du réel concernant le 11 septembre, concernant les snuff movies, mais concernant par exemple des autres scènes d'atrocité, eh bien alors je ne suis pas sûr que parmi les nécessités d'aujourd'hui, il n'y a pas aussi la nécessité de voir le réel, de rencontrer le réel, de se rapprocher le plus possible au réel. Ce qui voudrait dire de l'autre côté une nécessité d'aller jusqu'à la jouissance sans aucune loi de castration. Waouh, merci. Non, merci parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et je fais tout d'abord une petite précision au sens où j'ai proposé cette identification un peu simpliste entre écran et narration. Et j'ai parlé avant de l'écran, après de la narration. C'était une tentative de dire que la narration parfois se superpose avec l'écran, mais l'écran il occupe, on peut dire, une dimension bien plus large de la narration elle-même. On peut dire que oui, c'est la narration qui s'identifie avec l'écran, mais l'écran ne s'identifie pas avec la narration. Il y a un écran aussi au dehors de la narration qui peut nous amener vers le réel. Ce que tu as dit, je le trouve très très intéressant et je suis encore plus désolé de ne pas avoir pu montrer les images de Spring Breakers. Parce qu'avec ces images qui décrivent une réalité comme tu la décrivais, et il me semble décrivent la nécessité de voir cette réalité presque sans filtre. Réalité. Pardon, c'est réel, cette réalité oui, cette dimension, et c'est réel presque sans filtre. Je voulais montrer aussi, et j'essaie de te répondre ainsi, une autre séquence des Spring Breakers dont je n'ai pas parlé, que je considérais un peu les contre-champs, on peut dire, de la séquence du film de Bergman dans laquelle Alma raconte son expérience érotique. Et ce qui se passe dans cette séquence est que deux filles sont dans un lit, sur le lit de ce gangster, Alien. Ils sont en train de jouer de manière un peu, évidemment, érotique aussi, avec l'argent qui est partout et des armes, beaucoup d'armes. Et au moment donné, elle prend les armes, elle pointe ses pistolets vers ce gangster. Le gangster est soumis, on peut dire, à ses filles. Et au moment donné, ce gangster commence à simuler un rapport sexuel oral avec ses pistolets. Et là, il me semble qu'on rejoint vraiment
c'est, comme je le disais, les contre-champs de la scène de Bergman. Parce que d'un côté, c'est exactement le contraire, la monstration de ce qu'on ne pourrait pas montrer. Mais de l'autre côté, il me semble, il résiste une sorte de... Enfin, on n'arrive jamais à voir, on ne peut pas voir le réel sans l'écran. Même si l'écran se fait de plus en plus subtil, même s'il devient de plus en plus moins narratif, eh bien, les snuff movies restent des films. On ne veut pas faire expérience d'un viol, les voir dans la rue. On peut le voir s'il est vrai, mais à travers la médiation quand même d'un écran. Et alors, sur quoi je m'interrogeais à ces propos, c'était peut-être ça, et j'en parlais aussi avec Anna-Catherine l'autre jour. On s'est demandé si peut-être, vu ces rapports intimes que j'ai cherché un peu esquisser entre la pulsion des morts et l'écran, notre époque, l'époque des écrans, dans notre époque, nous nous sommes, on peut dire, de plus en plus habitués à la pulsion des morts. Et on peut la supporter dans la manière des Spring Breakers et non pas dans la manière et non seulement dans la manière de Persona. Autrement dit, si aujourd'hui on n'est pas, grâce aux écrans, plus à l'aise avec cette dimension du réel et donc avec la pulsion des morts, que les écrans, avec les écrans, sont en contact, on peut dire. Merci. Question. Anna-Catherine. Je réagis avant tout à propos de Facebook, parce que je dirais, pour mon expérience simple que j'ai de Facebook, je dirais que la narration qui s'y passe, bien sûr, est réalisée par le biais d'une interface qu'on peut appeler opaque. Mais pour reprendre Persona, moi je dirais que c'est toujours du côté de l'imaginaire, c'est toujours du côté de Alma qui cherche à construire cette image de soi en tant qu'Elisabeth. Mais je n'y vois pas vraiment la chance, l'occasion de faire l'expérience d'un excès, de rencontrer quelque chose quelque chose comme un manque, quelque chose qui produit un excès de la réalité par rapport à cette dimension qui reste indépendante et qui peut se construire éternellement sans avoir jamais de réponse, jamais l'occasion de la rencontre avec une altérité même. Mais ça, donc c'était vraiment la réaction à propos de ce que tu disais sur ça. L'autre question, alors c'est un peu lié à ce que Mauro te demandait maintenant, donc je t'aurais demandé de mieux décrire ce lien entre narration et écran en tant que fonction de médiation. Mais donc je te le demande plus spécifiquement à propos de le phénomène de l'immersion dont tu parlais. Donc immersion, c'est quelque chose qui ne procède pas d'une simulation mimétique, ce que tu disais, mais plutôt de cette rencontre avec l'opacité de l'interface. Et donc, je me disais, mais donc, est-ce que cet effet d'immersion, qui est un peu, qu'on pourrait appeler une immersion non mimétique, est de l'ordre de cette fonction déreprésentative dont parle Lyotard, qui nous donne donc l'expérience d'être déçu de la machinerie, du fait de voir la machinerie, ou bien
ou bien ça revient, en effet, enfin c'est ce que il me semblait que tu allais dire, ça revient quand même à un effet immersif. Donc comment ça se fait que de voir la machinerie, de voir la caméra à l'écran, de voir un morceau de pellicule, de voir l'interface opaque d'un réseau, produit cet effet. Je commence pour dire que moi, par exemple, je suis pas sur Facebook, mais j'ai utilisé comme un périscope des Facebook d'autres personnes pour essayer de comprendre les fonctionnements de Facebook. Et ce que je voyais, c'était qu'en tant que spectateur, si tu veux, je me passionnais à des histoires des gens que je ne connaissais pas du tout, parce que, par exemple, c'était des amis de ma sœur, et je lisais leurs histoires comme si c'était une sorte de roman. Et alors là, j'ai eu cette idée de la narration. Mais c'est vrai, c'est une narration qui, la plupart du temps, cherche à construire une sorte d'identité idéale, un moi idéal, parce qu'évidemment, on a le contrôle de presque tout ce qui décrit notre identité. Mais là, je te pose une question indirectement et je me la pose à moi-même et je dis, pourquoi moi je n'ai pas de Facebook, par exemple? La question principale, je trouve, c'est que je suis vraiment gêné, je serais vraiment gêné d'être tagué quelque part. Et je sais que la plupart de mes amis qui ont Facebook utilisent les contrôles des tags, c'est-à-dire personne ne peut me taguer dans quelque chose sans avoir mon autorisation. Alors, dans cette exigence de contrôle sur les autres, moi je vois au moins la chance d'un fonctionnement différent. C'est-à-dire que ce qui me fait peur, d'habitude, c'est ce qui est réel. Et moi, j'ai vu que j'ai eu peur de ça, je n'ai pas voulu de Facebook, mais en même temps, il me semble que cette possibilité puisse ouvrir dans une dimension évidemment bien plus consciente de l'utilisation moyenne de Facebook à un autre type de conscience de la propre subjectivité. Et en même temps, il me semble aussi que pour les gens plus jeunes qui utilisent Facebook depuis longtemps et qui sont beaucoup plus à l'aise avec Facebook, enfin, il me semble que vraiment les concepts de subjectivité et d'identité est un peu plus labile, si on veut, un peu plus subtil que pour nous. Ils ont moins de problèmes à se faire taguer par les autres, par exemple, et donc à offrir une vision, à être regardé et non pas seulement sujet qui regarde. Mais ils le savent, c'est pas qu'ils sont juste habitués à ça et ils n'ont pas d'importance à ces faits. Il me semble que peut-être tout ça, peu à peu, nous amène vers une considération un peu plus labile des limites du sujet. Et donc, oui, évidemment, j'ai forcé un peu Facebook pour arriver à soutenir ma thèse et je te remercie parce que tu m'as donné la possibilité de faire cette précisation, mais quand même, je trouve qu'il y a des chances là-dedans. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit démoniser ou plutôt dire, bon, c'est ça, c'est pas trop différent d'autres choses avant. Il me semble qu'il ouvre des chances. Après, c'est à nous de les trouver, de les questionner et d'y réfléchir. Et sur l'autre question, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais à la fin, c'est-à-dire ce n'est pas à travers la monstration de la machinerie, il me semble aujourd'hui, on n'arrive pas au désir d'être dessus, mais plutôt à une immersion majeure. D'un côté, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne désire pas être spectateur. Lyotard parlait encore du point de vue du spectateur. Le spectateur est déçu quand il voit la machinerie parce qu'il veut un spectacle pour lui. Aujourd'hui, par contre, il me semble qu'on cherche à devenir quelque chose de plus. Au moins, la passivité du spectateur est questionnée de manière un peu plus radicale. C'est une passivité qui se transforme
en activité et aussi l'activité devient en passivité. Et donc, il me semble que c'est important de savoir, de connaître la machinerie pour être immergé dans une réalité. Plus on connaît la machinerie, plus on se sent immergé. Si on n'est pas à mesure d'utiliser, enfin j'ai fait des exemples un peu idiotes, mais si on n'est pas à mesure d'utiliser par exemple Twitter, si on ne connaît pas très bien la stratégie qui est derrière, on ne reste pas fasciné par ce qu'on regarde. Mais on est impliqué par contre dans tout ça si on est des gens qui maîtrisent très bien ces moyens. Mais là, c'est une question de maîtrise qui quand même va dans cette direction. Et il me semble que c'est vraiment une question d'opacité, enfin, comme si l'opacité permettait une immersion majeure parce que l'immersion n'est pas une fuite vers une autre réalité, et donc vers une réalité parallèle, comme dans le cas d'une transparence, mais plutôt c'est une médiation entre notre réalité actuelle et une réalité virtuelle. À ces propos, je dirais, l'immersion transparente est celle de l'écran total dont Baudrillard parle. C'est un écran qui devient total et à l'intérieur duquel on trouve tout le monde. Et donc on ne voit plus l'écran. Par contre, moi je trouve que ces modèles qui d'un côté est poursuivi par des gens est destiné à échouer et on l'a vu parce que toutes les tentatives, la plupart des tentatives sont échouées. Par contre, des écrans plus opaques et plus partiels nous peuvent donner des résultats différents et il me semble que les gens arrivent à apprécier plus. Et là, je peux terminer avec, je reviens à ta question, Moreau, parce que par exemple, c'est vrai que Iñárritu a fait les seuls films non narratifs parmi les films du 11 septembre, et donc il montrait la machinerie, mais en même temps, c'est vrai, il me semble que c'était les films dans lesquels on se sentait, au moment donné, on s'identifiait les plus. Il y avait une immersion, au moment donné, quand on réalisait qu'il y avait des corps qui tombaient, qui étaient très forts. Et ça jouait justement sur le fait qu'il y avait aussi, comme contre-champ, une totale impossibilité d'identification. Mais en même temps, on se sentait intime avec ce qui s'est passé là-bas, sur l'écran. On s'identifiait d'une certaine manière. Oui, donc dans ce sens, on peut dire que, pour l'exemple de González Iñárritu, que l'écran peut avoir aussi une fonction d'immédiation. C'est beau. Oui, tout à fait. Plutôt que de médiation. Ou que sa médiation consiste, cherche l'immédiation. L'immédiation, oui. Non, je suis d'accord sur ça. C'est beau. D'autres questions? Lucia. Pardon, merci beaucoup. Je voudrais juste intervenir, ça rentre très banal peut-être ce que je dis, mais c'est juste à propos de ces conseils de médiation. Tu as parlé plusieurs fois de surface de médiation, et c'est là que je me demandais si parler de surface de médiation, c'est pas un oxymore, au lieu qu'on voit à la racine de l'hélium, donc au milieu de quelque chose qui s'interpose entre deux dimensions. Et vu ce que tu as dit à propos de l'écran, de l'opacité de la narration, il me semble que la profondeur que normalement on voyait à travers le modèle de la fenêtre devient, grâce à l'opacité, une surface. Et donc voilà, si dans quel sens, si c'est moi qui n'ai pas bien compris dans quel sens tu parles de médiation, si toi aussi tu trouves que c'est un peu un oxymore, et si plutôt on peut parler effectivement d'immédiation ou de interface d'intégration du réel, vraiment, c'est juste ça. Oui, merci beaucoup. Oui, je trouve que cette idée d'immédiation, c'est vraiment
une idée qui est très forte. Merci Mauro. Et oui, je trouve que oui, c'est évidemment la réponse la plus intelligente maintenant. Mais pour répondre aussi à ta question dans une autre manière, je pourrais dire que oui, c'est sans doute un oxymore, mais en même temps, c'est l'oxymore qu'on peut dire lorsqu'on dit que le plus profond c'est la peau. C'est-à-dire qu'à la surface, c'est à la surface qu'on peut faire de la médiation. Si les choses restent séparées, c'est justement sur la surface que la médiation advient. Et cette médiation se fait immédiation. Donc oui, c'est un oxymore qui en réalité révèle c'est un oxymore fondamental, on peut dire, un peu nécessaire de ce type de médium. Oui, merci Jacopo. Pour l'immédiation, enfin, j'aimerais repartir d'une remarque que tu as faite sur le jeu vidéo, sur Metal Gear Solid. Tu as parlé de ce jeu comme d'un jeu qui plaçait le joueur en tant que spectateur. Alors, il faut savoir que historiquement, c'est totalement faux, parce que le type qui a fait ce jeu, le grand créateur, il s'appelle Hideo Kojima, peu importe. Il est considéré aujourd'hui comme un grand génie du jeu vidéo et un pionnier. À la base, quand il a sorti un de ses jeux les plus connus, c'était il y a 15 ans, je crois, donc j'étais tout jeune, genre 12 ans. Quand on a joué à ce jeu, en fait, il s'amusait beaucoup à briser le quatrième mur, en fait, à s'amuser à faire sortir le joueur du simple spectateur. Comment il a fait ça? Un exemple tout bête dans le jeu, c'est qu'à un moment, on rencontre un boss qu'on doit battre, et le boss, à chaque fois, a une longueur d'avance sur nous. Le moindre geste qu'on fait avec la manette, le moindre geste qu'on fait faire à notre personnage, est toujours prévu par le boss. Donc là, il y a un problème, et en fait, on apprend dans le jeu, par les paroles du boss, qu'on doit enlever notre manette du premier port de la console et le mettre dans le deuxième. Dans le deuxième port, comme ça, il ne peut plus détecter ce qu'on est en train de faire. Donc, ce créateur, Hideo Kojima, s'est amusé, en fait, à montrer la machinerie, justement. Totalement, c'est ce qu'il a fait. Mais sauf que, moi, j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte que c'était un procédé, c'est de l'ordre de la mise en abîme, hein, qui était au final assez limité et dans lequel on avait tendance à se bloquer. J'ai l'impression que l'art et le cinéma, notamment avec Bergman, sont entrés là-dedans, montrer la machinerie. Quand on avait eu un colloque sur le cinéma élargi, on ne parlait pratiquement que de ça, toujours montrer la machinerie. Et du coup, Hideo Kojima il s'est rendu compte que faire ce genre d'artifice, ça n'allait pas très très loin au final. Et du coup, il est rentré dans un schéma de la narration pure. Mais cette remarque, en fait, c'est pour rebondir sur cette histoire de montrer la machinerie. Je pense qu'il y a eu une voie médiane qui a été développée par quelqu'un comme Andrei Tarkovsky à la suite notamment de Bergman. Bergman, je pense que tu connais cette phrase de Bergman qui disait quand il a vu pour la première fois les films de Tarkovsky, il a déclaré que c'était exactement ce qu'il cherchait à faire. Et pourtant, Tarkovsky, c'est tout à fait l'inverse de ce que fait Bergman. Bergman, toujours, il cherche à montrer la machinerie. Tarkovsky, lui, il supporte pas ça. Il dit dans Le Temps scellé, il appelle ça montrer les ressorts du canapé. J'aime bien cette formule plutôt que montrer la machinerie parce qu'il y a une notion de confort derrière qui est assez intéressante. Il la reprend un écrivain dont j'ai oublié le nom. Donc Tarkovsky il dit il ne faut pas montrer les ressorts du canapé totalement, il ne faut pas les faire sortir. Il faut qu'ils soient apparents, mais pas totalement. Et cherche cette voie-là et pour expliciter ça, il prend l'exemple de son film qui est Stalker, où tout le monde demandait qu'est-ce que c'est la zone dans Stalker, qu'est-ce que c'est la zone. Anna Katerina avait repris ça dans son intervention sur Chris Marker, avec Chris Marker qui d'ailleurs se trompe là-dedans, parce qu'il nous montre un jeune japonais qui essaye de montrer le négatif des images pour chercher une sorte d'arrière-monde derrière les images, etc. Tarkovsky, il dit non, la zone, c'est la vie. Et il dit l'écran, c'est le monde, c'est la vie. Il le dit directement, à chaque fois on lui pose la question, qu'est-ce que symbolise la pluie dans tes films? Qu'est-ce que symbolise la pluie dans tes films? Il dit, c'est de la pluie. Tout d'abord, merci pour la référence, j'arrive pas à prononcer les noms, mais au créateur de Metal Gear Solid. En effet, je voulais dire, j'avais lu des entretiens où il disait justement que bien qu'il avait obtenu des très grands résultats avec Metal Gear Solid, il n'était pas satisfait d'une immersion purement narrative et il voulait quelque chose en plus. Et le fait qu'il avait commencé comme ça, en effet, montre qu'il a toujours cherché de nouvelles façons d'impliquer les joueurs dans... Et je trouve que oui, les problèmes se jouent un peu toujours là. La narration d'un côté et la machinerie de l'autre. Parfois, elles s'excluent, parfois, elles se rejoignent.
Sous un certain aspect, Bergman est très contemporain aujourd'hui parce que le cinéma aujourd'hui, comme le dit Gige, et que moi je suis assez d'accord avec lui, nous montre la machinerie et parfois il nous la montre même sans vouloir la montrer, il le fait. Et on n'a pas besoin de la cacher. De l'autre côté, c'est aussi vrai ce que tu dis à propos de Tarkovsky et Žižek à propos de Tarkovsky nous fait réfléchir beaucoup sur l'identification entre la zone et le réel. La zone est d'une certaine manière le réel, une dimension à laquelle on ne peut pas accéder mais qui soutient après toute notre vie. La zone est la machinerie et la mise en abîme est l'abîme. Et donc, il me semble que même si Tarkovsky ne montre pas la machinerie au niveau technique, d'une certaine manière, la machinerie entre dans la narration. C'est une narration qui a au centre pas des aventures dans Stalker qui amènent des gens, mais la question fondamentale autour de laquelle tourne toute la narration, c'est justement qu'est-ce que la zone? Et donc, comment entrer dans la zone, comment entrer en contact avec le réel? Et le réel, au fond, si tout ce que je dis tient un peu, le réel, ce serait l'écran. Et donc, voilà, l'écran qui retourne au centre de la narration, même si on ne le voit pas, même si on est complètement impliqué dans une narration qui ne montre pas la machinerie, qui est complètement fictive. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Si, mais déjà je ne suis pas du tout d'accord avec Zizek à propos de Tarkovsky, mais cette idée de devoir passer par l'irréel pour montrer le réel, moi j'ai l'impression que c'est toujours ça, c'est une sorte de mise en abîme, c'est les arrière-mondes, etc. Je suis beaucoup plus pour l'immédiation, justement. Il y a une forme d'immédiateté, et ce que Tarkovsky montre dans Stalker, ces pérégrinations de ces gens qui font, au final, qui font des tours, c'est justement pour montrer qu'il n'y avait pas besoin de faire tous ces tours-là. Ce sont les gens qui se trompent. C'est un chemin dialectique pour nous montrer que tout était déjà là, face à nous, sur l'écran. Donc Tarkovsky, justement, il va à l'encontre de ça. Ensuite, pour rejoindre, comment se rejoint, montrer la machinerie et la narration. Je pense que Deleuze répond à ça quand il parle des clichés. Il reprend la dualité de la perception chez Bergson, il dit il y a la perception habituelle et la perception attentive. Il dit dans la perception habituelle, sont les clichés qui viennent, c'est l'herbe de la vache, elle passe d'une touffe d'herbe à une autre, ou la discussion avec l'ami Pierre, j'enchaîne, c'est le lien sensorimoteur. Deleuze, il dit que le passage de l'image mouvement à l'image temps, c'est justement ce lien sensorimoteur qui est brisé, et il dit ça passe par les clichés. Et en fait, si elle reprend ça pour le cinéma, il dit le cinéma, au début, dans l'image mouvement, n'avait pas ces clichés, parce qu'il n'avait pas ces codes, et le cinéma était en train de se faire, et la narration cinématographique était en train de se créer. Et soudain, quand elle se crée, que nous sommes habitués aux clichés, ben, tout de suite, ça devient justement les ressorts du canapé qui ressortent. Justement, c'est la machinerie qui se montre, parce que nous sommes habitués. Donc c'est un cercle vicieux, les deux extrêmes se rejoignent toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir l'immédiateté. Je pense. Je suis d'accord sur ça et enfin, il me semble qu'on était d'accord aussi sur Tarkovsky, même si on les prenait de deux pôles différents, mais oui, c'est vrai, tout était déjà là, tout était déjà sur l'écran, justement. La zone était déjà là, était déjà sur l'écran. Et donc voilà, enfin, je crois que... Non, merci. Non, merci à toi, vraiment. Encore des questions? Bon, alors, je vous remercie pour avoir été là. Je remercie Jacopo pour cette intervention.